Euthanasie, suicide assisté, aide à mourir, vous avez sûrement déjà entendu ces mots. Vous savez ce qu'ils signifient, mais vous pensez peut-être encore que ce sont des concepts lointains. Pourtant, leur application en France approche à grands pas avec la loi sur la fin de vie. Il y aura d'un côté ceux qui choisissent de mourir, et de l'autre ceux qui les aideront à mourir. Ceux-là même qui ont juré de sauver des vies, les médecins. Bonjour Dr Gomes. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un ancien médecin généraliste spécialisé en gériatrie, vous m'arrêtez au moment où je me trompe, et en soins palliatifs surtout. Vous avez été fondateur du mouvement des soins palliatifs appelé aujourd'hui Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et vous avez enfin coécrit en 2023 Fin de vie, peut-on choisir sa mort aux éditions Artage. Je crois que je ne me suis pas trompée. Tout à fait. D'abord, ma première question, quand on rencontre un médecin, surtout un médecin qui a travaillé en soins palliatifs, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin et encore plus à vous spécialiser dans la fin de vie? Alors, une partie de la réponse appartient à mon psychanalyste et une autre partie de la réponse est publique. En fait, dès que j'ai commencé la médecine, je suis ancien cardiologue. Je n'ai pas exercé comme cardiologue, mais j'ai fait mes études de cardio. Et en fait, je me suis aperçu que quand on était spécialiste d'une pathologie, on n'était pas autant dans la relation que quand on était médecin généraliste ou gériatre. Et donc, je me suis installé comme médecin généraliste parce que ce qui m'intéressait, c'était les vraies questions posées par les malades concernés dans leur existence même par des maladies graves. C'est là que les vraies questions affleurent. C'est là que le sens de la vie est discuté. Et c'est là que je trouvais que mon utilité était plus flagrante. Donc, je me suis très vite intéressé aux maladies graves et j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec les fondateurs du mouvement des soins palliatifs, avec lequel on a formé une équipe innovante, puisque c'était une époque où on pouvait encore créer des choses dans le système de santé. Alors, c'était à quelle époque, justement? C'était le 19e siècle, les années 90, à la fin des années 80. Et le début des années 90. On a créé un mouvement complètement de toutes pièces en allant travailler avec nos amis canadiens et anglais, notamment italiens, parce qu'il y avait une structuration du soin à faire. Le prendre soin, il y a 35 ans, c'était pas du tout aussi développé que maintenant. Et ça a vraiment structuré tout mon exercice professionnel, puisque j'étais généraliste, je me suis beaucoup occupé des personnes âgées, des patients atteints de cancer, et j'ai fait des diplômes et des formations ensuite. Et je me suis retrouvé chef de service à Paris, spécialiste de ça. Et alors, question plus politique, une loi est actuellement en discussion au Parlement, une loi c'est la loi sur la fin de vie, joliment dite. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi elle représente un tournant sur cette question de la fin de vie? Cette loi représente un tournant absolument majeur, mais d'abord, rien que son titre et les mots utilisés qui sont mensongers, manipulatoires. Depuis 2 ans et demi, on parle en France d'aide à mourir. Mais aide à mourir, ça ne veut rien dire et tout dire. Soyons clairs. Aider à vivre, c'est la médecine. Aider à moins mal mourir, c'est la médecine aussi. Et si on dit aider à mourir pour ne pas dire euthanasie et suicide assisté, c'est vraiment une tromperie. Je l'ai dit à la commission spéciale à l'Assemblée nationale où j'ai été audité, j'ai dit c'est une tromperie des citoyens. Donc cette loi fin de vie, en fait, c'est une loi euthanasie suicide assisté. Ça a été d'ailleurs dénoncé publiquement par beaucoup de gens depuis quelque temps et je remercie publiquement M. Orsena, notre académicien, qui était chargé d'une mission pour redéfinir les mots de la fin de vie, tellement ça faisait peur à notre président et à notre ministre. Et Orsena a jeté l'éponge et n'a jamais rendu son rapport en disant « vous me demandez quelque chose d'impossible ». Euthanasie, même si le mot n'existe pas dans le code pénal, euthanasie, c'est parfaitement défini. Suicide également, y compris dans le code pénal. Les soins palliatifs sont parfaitement portés par plusieurs lois, il n'y a pas besoin de les redéfinir. Et tout est à l'avenant. Donc, cette loi fin de vie est une formidable manipulation pour introduire l'euthanasie et le suicide assisté sans le dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette loi? Est-ce qu'il y a une amélioration quand même des soins en fin de vie? Oui, bien sûr, l'exécutif n'est pas niaiseux. Et la loi commence par un formidable titre 1 qui promeut les soins palliatifs, en les redéfinissant au passage d'ailleurs, en créant des maisons d'accompagnement de soins palliatifs qu'ils vont être incapables de créer puisqu'il n'y a plus de soignants, plus de budget, plus de médecins. Donc ça, c'est un leurre. Et en redéfinissant les choses pour obliger un peu les députés à voter ce fameux titre 1 de la loi qui est un encouragement aux soins palliatifs. Mais ça fait 25 ans que ceci devrait être mis en place. De droite comme de gauche, les gouvernements n'ont jamais été assez homogènes dans leurs décisions et assez volontaristes dans leur politique pour soutenir le développement des soins palliatifs. C'est pour ça qu'il y a
plein de trous dans la raquette du réseau. Il y a des départements où il n'y a pas d'unités spécialisées. Il y a des hospitalisations à domicile qui n'ont pas assez de soignants pour faire les visites dans les EHPAD. Les généralistes sont en perdition. Vous n'avez qu'à voir comment se passe la renégociation de la convention avec les tutelles. C'est une farce. Et la médecine générale, je suis ancien généraliste, j'adore ce métier. Il a été tellement abîmé au fil des années que beaucoup de médecins généralistes ne sont pas formés, sont fatigués et n'ont pas de temps disponible pour faire des visites à domicile, par exemple. Pour accompagner un malade en fin de vie à domicile, il faut avoir le temps de faire des visites à domicile. Donc, voilà des exemples tout simples, tout pratiques qui montrent que le pouvoir politique n'a pas alimenté de soins palliatifs. On va faire un petit travail de pédagogie parce qu'on a parlé effectivement d'euthanasie, de suicide assisté, il y a aussi le mot de sédation profonde, de soins palliatifs tout simplement, d'aide médicale à mourir. On mentionne aussi la clause de conscience des médecins. Est-ce qu'on pourrait reprendre chaque mot et dire ce que ça signifie et est-ce qu'il correspond à cette loi ou pas et en quels termes? Alors commençons par le commencement, le soin palliatif, c'est-à-dire notre vie. La seule manière de vivre, c'est de vieillir et la mort est normale. Alors c'est d'ailleurs impressionnant de voir comment les députés, emportés par leur dogmatisme depuis 3 jours à l'Assemblée, parlent du droit de la fin de vie. Non, on a tous le droit à la fin de vie, on est tous mortels, on va tous y passer. Et à force de dire n'importe quoi avec les mots, on finit par dire n'importe quoi au niveau des expressions. La fin de vie n'est pas un droit, c'est obligatoire. C'est inévitable. On n'interroge pas. C'est inéluctable et c'est normal. On nous présente d'ailleurs beaucoup la fin de vie forcément comme une horreur, comme un scandale, comme une impasse thérapeutique. Ben oui, en fin de vie, un humain est dans une impasse thérapeutique. Personne ne peut le guérir de la maladie qui est en train de le faire mourir. Et c'est forcément des agonies insurmontables, des douleurs épouvantables. On nous fait croire que la fin de vie est forcément négative et horrible. Je suis bien placé pour dire, pour avoir soigné des milliers de malades dans ma vie, qu'on peut finir sa vie apaisée, avec une douleur calmée et une souffrance prise en compte. Donc, le soin palliatif, c'est accepter la finitude de l'autre en s'appuyant sur son confort, sa communication. Accepter que l'autre meurt, c'est normal, ce n'est pas de ma faute. Et mon boulot de professionnel, notre boulot d'humain, c'est de l'accompagner pour qu'il ait le moins mal possible et qu'il soit le moins mal possible. Ça aussi, c'est quelque chose que le législateur n'a jamais réussi à comprendre dans les lois, puisqu'il parle tout le temps de souffrance, alors qu'il faudrait parler de douleur et de souffrance. Ce n'est pas la même chose. La douleur, c'est physique et c'est ressenti dans la tête. La souffrance, c'est moral, c'est que dans la tête. Et la douleur physique peut être à 0 en fin de vie. La souffrance morale, sans doute pas, puisqu'on ne peut pas mourir sans souffrance existentielle, sans souffrance spirituelle. Et ça nous amènerait dans des débats passionnants. Est-ce que le mourant a une âme? Bien entendu, le soignant aussi, et vous et moi aussi. Et donc, cette distinction entre douleur et souffrance est très compliquée pour le législateur. Dès la loi Leonetti, il y a eu la confusion, mais nous y sommes toujours attentifs. Donc le soin palliatif, c'est accepter que l'autre décède, et c'est normal, le moins mal possible, le mieux possible. Vous acceptez cette formule de mourir dans la dignité? Pas du tout. J'ai combattu cette formule toute ma vie, puisque la dignité, c'est le lot de chacun d'entre nous. Nous sommes humains, donc nous sommes dignes. C'est intrinsèque au fait d'être humain. C'est une des plateformes de la philosophie occidentale. Personne ne peut m'enlever ma dignité ou la vôtre. Personne. Et même si on a une maladie ennuyeuse, terrible, on ne perd pas sa dignité. La dignité, c'est le fait d'être vivant et d'être regardé par un regard respectueux. Je renvoie nos auditeurs à des grandes bases philosophiques publiées. Donc, on est tous dignes. Et ce kidnapping du mot dignité par un certain nombre de pro-euthanasiques et ce détournement de la dignité détourne les gens de la vraie question. Le mourir est toujours digne. Ce sont les conditions de mourir qui peuvent ne pas l'être. Et les conditions de mourir, elles dépendent de la qualité des soins, du prendre soin, donc du développement des soins palliatifs. Voilà, première définition, les soins palliatifs, c'est tous les soins qui acceptent la finitude de l'autre, sans dire que c'est un scandale, parce que nous sommes des humains mortels, et avec des professionnels qui s'occupent de nous au niveau du confort et de la communication. Première définition. Deuxième définition immédiatement importante, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, c'est l'acte d'un tiers qui vous enlève la vie. Autrement dit, en termes pratiques, c'est tuer l'autre.
même s'il y a certains qui sont très très dérangés, y compris notre président qui n'aime pas le mot euthanasie, je suis désolé, monsieur le président, tuer l'autre, c'est une euthanasie. C'est un mot qui n'existe pas dans le code pénal. On parle d'euthanasie des animaux, pas des humains. Cependant, le code pénal prévoit un arsenal de textes qui nous permet de naviguer de manière très très précise. Et d'ailleurs, on sait bien si on tue l'autre ou pas. On le sait bien, c'est un problème d'intention. Donc l'euthanasie, c'est un tiers qui vous enlève la vie. Alors là aussi, beaucoup de spectateurs ne savent peut-être pas que l'euthanasie, c'est 5 minutes. C'est une piqûre qui vous met dans le coma et une deuxième piqûre qui arrête le cœur. Potassium, curare, les choix sont possibles. C'est-à-dire que ça dure 5 minutes. Ça ne dure pas des heures, ça ne dure pas des jours, et ça peut être ressenti comme une violence inouïe par les survivants. Vous mourrez là, tout de suite, maintenant. Ça, c'est l'euthanasie. C'est quelqu'un qui vous tue. Et c'est prévu dans le projet de loi débattu à l'Assemblée nationale. C'est prévu et par le médecin, mais aussi par des n'importe proches. Qui. Ouais. Puisque, d'une manière assez stupéfiante, nous serions le seul pays au monde à prévoir ça par écrit, le proche peut déclencher notre mort. Alors, personne n'a osé écrire ça. On est en train de faire un comparatif très schématique sur une feuille de papier qui montre que la France serait le pays le plus permissif du monde avec la loi actuelle. Donc l'euthanasie, c'est quelqu'un qui vous supprime. Et c'est quelqu'un d'autre que le malade. Ça, c'est vraiment la définition de base et qui est prévue, sans le dire, dans ce projet de loi. Très différent, le suicide. Alors d'abord, rappelons que le suicide, c'est « je me suicide, je suis tout seul ». Le droit pénal est formel, un malade qui se suicide, il est tout seul. S'il y a quelqu'un à côté, tout de suite, on va demander « mais qu'est-ce que vous faisiez avec la personne qui s'est suicidée? Pourquoi elle ne l'avait pas empêché? Non-assistance à personne en péril? Est-ce que c'est vous qui l'avez tué ?» etc. Enfin, il y a un arsenal de textes là aussi. Il faut connaître les choses. Certains députés n'ont visiblement pas du tout fréquenté ces textes-là pour dire autant de choses approximatives. Le suicide, vous êtes seul. Le suicide assisté, il y a 2 grandes manières d'avoir le suicide assisté. C'est quelqu'un qui vous aide à vous suicider. Mais vous suicidez. C'est vous qui faites le geste. Et vous voyez la différence fondamentale entre l'euthanasie, où vous ne faites rien, c'est quelqu'un qui vous tue. Le suicide assisté, c'est vous qui vous suicidez avec l'aide de quelqu'un. Il y a 2 grands types de suicide assisté. Le suicide assisté à la Suisse, où ce sont des associations qui organisent, qui s'occupent du produit, qui vous entourent et qui vous aident à absorber, mais c'est vous qui absorbez, ou qui déclenchent une perfusion, mais c'est vous qui déclenchez la perfusion. Et puis le suicide assisté mode Oregon, un des États des États-Unis, où là c'est très particulier. Le malade consulte un médecin, on lui délivre une pilule mortelle qui l'emmène chez lui après avoir été la chercher à la pharmacie, et il décide dans sa liberté et son autonomie de la prendre ou pas. C'est le pays qui a réussi à cadrer le mieux le suicide assisté, puisque jusqu'au bout, les malades peuvent changer d'avis. Et en Oregon, à peu près 30% des malades, finalement, ne se suicident pas et vivent leur maladie jusqu'au bout. C'est très important pour nous. Ça montre à quel point l'ambivalence, les insoupçonnés, les mystères de la nature humaine font que quelquefois des malades qui semblaient déterminés à se suicider parce qu'ils ne voulaient plus supporter leur vie, finalement, au moment où on leur donne le choix, ne le font pas. Donc, euthanasie, quelqu'un qui vous supprime. Suicide assisté, vous suicidez avec l'aide de quelqu'un pour obtenir le produit ou pour la réalisation de l'acte. Et on voit avec stupéfaction qu'il y a les 2 à la fois dans notre projet de loi français, contrairement à ce que notre ministre prétend. Et puis, il y a une autre définition aussi qu'il faut bien dire, 2 autres définitions très importantes, c'est l'acharnement thérapeutique. Oui, l'acharnement thérapeutique, qui est interdit depuis 2005. Donc, on ne devrait théoriquement prolonger personne. Donc, quand Lynn Renaud nous dit « je ne veux pas qu'on me prolonge », mais d'abord, personne n'a envie de prolonger Lynn Renaud, pas plus que vous, pas plus que moi. Et ensuite, Lynn Renaud semble oublier la loi de 2005. Prolonger quelqu'un, c'est interdit. Ça s'appelle l'acharnement thérapeutique. Et donc, en plus, Lynn Renaud fait des amalgames dans ses phrases et dit « donc, je suis pour l'euthanasie ». Ça n'a rien à voir. Être contre l'acharnement thérapeutique, c'est accepter sa finitude, ne pas vouloir faire le traitement de trop. C'est très bien, c'est éthique, c'est prévu par la loi. L'euthanasie, ça n'est pas du tout la même chose, ça serait quelqu'un qui la tue. Acharnement thérapeutique, c'est arrêter un traitement. Arrêter un traitement qui devient inutile, néfaste ou dangereux, qui est déraisonnable. Il était peut-être raisonnable avant, il devient déraisonnable. Par exemple,
une dialyse, un rein artificiel. Certains malades, au bout de quelques années, s'affaiblissent, s'approchent de leur fin de vie et disent « j'en ai marre de ces séances de dialyse ». Ils ont la liberté d'arrêter un traitement qui devient pour eux de l'acharnement thérapeutique. Il y a des malades qui arrêtent la chimiothérapie de leur cancer parce que les métastases continuent à évoluer et que cette chimiothérapie est totalement inutile, leur donne plein d'effets secondaires. Ils choisissent la mort naturelle, en fait. Ils choisissent d'arrêter un traitement qui leur donne des effets secondaires et ils acceptent leur mort naturelle. Mais enfin, la chimiothérapie, si elle ne guérit pas le malade, ça finit par devenir un acharnement thérapeutique. Donc, acharnement thérapeutique, on arrête un traitement inutile ou néfaste. C'est bien, c'est normal de l'arrêter, c'est prévu depuis 2005. Puis vous avez dit un autre mot très important tout à l'heure, c'est la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Alors là, les confusions sont massives et les méconnaissances, pareil. La sédation profonde et continue, on l'a mis dans la loi en 2016 parce qu'on s'est aperçu que certains malades qu'on n'arrivait pas à rendre confortables dans les derniers jours de leur vie, on n'a pas attendu la loi Claes-Leonetti pour faire dormir ces malades et les apaiser le plus possible. Mais là, la loi a reconnu notre capacité à mettre ces malades dans le coma. En fait, on endort complètement ces malades pour les derniers jours et les dernières heures de leur vie. Ils sont en train de mourir, on leur donne le calme parce qu'on n'arrive pas à leur donner le calme s'ils sont conscients. Donc on les met dans l'inconscience, du coup ils ne sentent plus leur douleur et leur souffrance. On a des preuves scientifiques de ça. Alors évidemment, les détracteurs pro-euthanasiques continuent à dire « Vous n'avez pas la preuve que le malade ne sent plus rien ». Bien sûr que si. Demandez à un malade anesthésié s'il se souvient de ce qu'on lui a fait quand il était anesthésié. Bien sûr que non. Non mais vraiment, ce sont des gens de mauvaise foi qui essayent de déstabiliser la démarche palliative en brandissant des menaces. Non, quand on est sédaté complètement, on ne sent plus ni la douleur, ni la souffrance. Elle parvient toujours dans le cerveau, mais le cerveau n'en souffre plus puisqu'on l'a déconnecté par l'inconscience. Donc ça, c'est très rassurant et moi, j'ai fait des sédations profondes plusieurs fois dans ma vie, même avant la loi Claes-Leonetti, parce que c'était des malades qu'on n'arrivait pas à calmer et qui étaient à quelques heures ou quelques jours de leur fin de vie, on leur donnait le calme pour cette fin de vie. Donc voilà, on a défini des choses qu'il ne faut pas confondre, c'est bien. Et ensuite, on parlait de la clause de conscience. Alors, la clause de conscience, c'est défini par la loi également pour un certain nombre d'actes de santé et un certain nombre d'actes de responsabilité civile. Vous avez le droit, dans un certain nombre de situations, de ne pas effectuer, de refuser un soin, de refuser une demande. Je rappelle, en ouvrant une grande parenthèse, que notre société contemporaine dérape un peu là-dessus, sur la liberté et l'autonomie. On a l'impression que dès qu'un malade demande quelque chose, il faut le faire. Mais je suis désolé, mais... Et les droits A. Les droits A. Comme je veux, où je veux, quand je veux, et je l'exige. C'est la nouvelle liberté. Mais ça dérape, ça dérive. On le voit bien avec nos conjoints, nos enfants. C'est pas parce que notre chérie nous demande quelque chose ou notre conjoint nous demande quelque chose qu'on va le faire, si c'est une stupidité. C'est-à-dire que le diktat du respect de la parole de l'autre, sous prétexte de droit du malade intangible, finit par faire n'importe quoi. Non, il y a certains malades qui demandent des choses pour lesquelles on va dire non, parce que c'est pas raisonnable, c'est dangereux, c'est illégal. Bref, nous vivons dans un cadre défini par la loi et par des recommandations de bonne pratique, et ce n'est pas parce qu'un malade demande quelque chose qu'il faut forcément le faire. Et donc, la clause de conscience, qui existe pour plusieurs situations médicales, va être prévue dans cette loi, mais nous avons malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, l'exemple des pays étrangers qui ont une clause de conscience, et ça ne se passe pas bien du tout. Ça ne protège pas les malades qui changent de bureau et trouvent quelqu'un pour faire l'acte que vous refusez de faire. Surtout, ça fait exploser les équipes médicales avec les dissensions que ça crée. Quand vous avez une équipe de 15 personnes et qu'il y en a 6 ou 7 ou 12 qui ne veulent pas pratiquer l'euthanasie et qu'il y en a quelques-uns qui y veuillent, au bout de quelques semaines, les tensions et les conflits sont extrêmes. Donc, la clause de conscience est un terrible piège qui fait exploser les équipes, qui entraîne beaucoup de souffrances relationnelles et qui, évidemment, protège les gens de leur acte euthanasique qu'ils refusent, par exemple, si on parle de l'euthanasie. Mais nous avons écrit dans le livre plusieurs pages là-dessus pour bien montrer à quel point ça peut être un piège. Parce que nous avons été travailler dans ces pays étrangers et nous avons entendu des collègues dire combien ça ne fonctionnait pas bien. Avec votre parcours et notamment votre livre, on comprend que la question effectivement de la fin de vie est très importante pour vous. Qu'est-ce que risque de changer anthropologiquement d'abord et plus concrètement dans l'exercice de votre métier
cette loi sur la fin de vie qui ouvre la porte donc à l'euthanasie? Alors, même si on a un peu répondu. Mais... Oui, mais vous venez vous-même de dire rupture anthropologique parce que là, on touche à l'interdit de tuer, qui est structurant de toutes les civilisations, religion ou pas. L'interdit de tuer est un invariant. Or là, on fait voler en éclats cet interdit et, pire encore, on autorise le proche à donner la mort. Alors ça, c'est vraiment... effrayant. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en ce moment contre cette folie. C'est une rupture anthropologique parce que protéger la vie d'autrui, c'est ce qui fait civilisation. Osons le mot. Qu'est-ce qui fait civilisation entre nous? Qu'est-ce qui fait lien? C'est notre devoir d'humanité, notre devoir de soutien, la fraternité que j'ai avec mon frère en humanité. Vous savez, j'ai accompagné, moi j'étais à l'hôpital public, responsable d'un service d'hôpital public, j'ai vu des milliers de malades arriver, des petits, des gros, des durs, des mous, des aristocrates, des SDF, des pauvres, des riches, des pauvres gens, des salauds, des gentils, des merveilleux, des dégueulasses. Ils sont tous leur dignité et j'étais pour eux tous dans un prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qui me lie dans une espèce d'équité du soin. Si vous vous mettez à dire « Ah ben celui qui veut plus vivre, ou celui qui est handicapé, ou celui qui est déprimé », comme la Belgique fait, ils euthanasient des gens de 23 ans, ils euthanasient des gens de 35 ans, qui ont des dépressions, qui ont des maladies. On brise ce respect fondamental de la fraternité entre nous. Je ne dis pas que c'est facile de vivre quand on est malade grave, je suis bien placé pour le savoir. Oui, ça peut même être tragique, mais... les lois actuelles permettent d'atténuer la douleur, voire de la supprimer, de prendre en compte la souffrance. Il faut arrêter de dire que les souffrances insupportables, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que c'est une solution du tragique de la fin de vie? Il n'y a pas de solution. Ce qui donne la paix, c'est la mort du malade. Ce qui donne la paix, c'est la sédation profonde. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas, avec sadisme, faire vivre des gens. Moi, regardez, je suis responsable de soins palliatifs, j'ai jamais prolongé la vie de qui que ce soit. Évidemment pas. Même si c'est des conditions tragiques, je ne prolonge la vie de personne. Ça, c'est une critique qu'on entend souvent, une espèce de confusion. Oui, les soins palliatifs, vous faites durer les gens. Jamais de la vie. C'est interdit depuis 2005. Et mon boulot, c'est de donner le calme, de prendre en compte la douleur et de calmer la souffrance. Donc, c'est une rupture anthropologique parce que cet interdit de tuer vole en éclats et qu'on introduit des dissensions dans le tissu familial en acceptant ce qui est complètement insensé, qu'un proche soit la main mortifère. Aucun pays n'avait pensé à ça. Et aux conséquences qu'il peut y avoir derrière psychologiques sur la personne qui a tué, finalement. Les abus de faiblesse. Aussi, oui. Les dissensions familiales. Nous avons écrit un article récemment qui est paru, une tribune, où avec Pascal Favre, on disait « Quid de la famille quand ça sera le fils aîné qui a euthanasié maman? Quel regard les 3 sœurs vont porter sur ce fils aîné si elles n'étaient pas forcément tout à fait d'accord ?» On va avoir des lendemains qui déchantent, je peux vous dire. Il faut vraiment ne pas connaître la famille pour oser mettre des trucs pareils dans un projet de loi. On se demande où vivent ces députés et cet exécutif pour mettre dans un projet de loi des trucs aussi insensés, quoi. La SFAP, donc la Société française des soins palliatifs, a publié une consultation en mars 2024 et les chiffres parlent d'eux-mêmes. 83% des infirmiers, bénévoles et médecins interrogés se disent préoccupés par ce texte de loi. Plus de 80% des soignants adhérents à la SFAP avancent par ailleurs qu'ils refuseraient de prescrire, fournir, préparer et ou administrer un produit létal. Plus de 60% chez les non-adhérents. 52% des médecins, 51% des infirmiers et 22% des autres professions indiquent qu'ils utiliseront leur clause de conscience. 22% des médecins, 17% des infirmiers et cadres se disent prêts à démissionner de leur poste en cas d'adoption de la loi. Et je passe beaucoup d'autres chiffres de cette consultation, mais on comprend l'idée. Ce que disent ces chiffres et ce que vous dites, vous, c'est que en fait, le personnel soignant, globalement, peu importe ses idées religieuses ou politiques ou que sais-je, est quand même peut-être pas complètement contre, mais en tout cas très préoccupé par la loi. Est-ce que vous pensez qu'elle peut malgré tout aboutir, cette loi ?
Cette loi va aboutir, pas parce que les soignants sont opposés. Vous savez, ça fait des mois que nous fournissons au ministère, à l'exécutif, des documents, des preuves scientifiques irréfutables que ce qu'ils préparent est une catastrophe, et ils le publient quand même. Donc, Madame la ministre ne nous écoute pas, clairement. À chaque fois qu'on lui donne des arguments pour ne pas adopter certains aspects de la loi, elle ne les écoute pas et elle prescrit quand même ce qu'on lui a dit de ne pas faire. Donc, oui, ça va être un drame, mais comme ça l'a été au Canada ou en Belgique, on voit bien à quel point, dans un premier moment, ou en Suisse, quand le gouvernement fédéral a obligé les hôpitaux à accepter les suicides assistés au sein des services, ce qui n'existait pas au début. C'est depuis quelques années seulement. Ça a été un choc terrible pour les équipes de soins palliatifs. Vous savez, quand vous vous occupez d'un malade, c'est une autre chose d'accepter qu'une équipe de suicideurs vienne l'aider à se suicider dans la chambre de votre propre service, ou de l'euthanasie, comme ça arrive en Belgique. Puisque Belgique, c'est euthanasie, Suisse, c'est le suicide assisté, ne pas confondre. Donc, on a l'impression qu'il y a une détermination farouche des services ministériels, s'appuyant sur l'avis catastrophique du comité d'éthique 139, l'avis 139 qui, pour la première fois dans l'histoire, dit qu'on peut euthanasier quelqu'un par exception, ce qui est évidemment quelque chose de dramatiquement en rupture avec des années de pensée là-dessus. L'exécutif pense que l'euthanasie, c'est un progrès social, alors que nous avons publié des papiers excellents qui montrent que non, ce n'est pas un progrès social. Alors là, je dis un mot aussi sur le transpartisan, de gauche ou de droite, catho, pas catho, on se retrouve tous sur l'analyse du soin. Et par exemple, Isabelle Marin et Sarah Piazza ont fait un livre, l'euthanasie, un progrès social, point d'interrogation. Ce sont des gens qui se revendiquent de gauche, ils ont bien montré à quel point ça n'était pas raisonnable. Donc, vous avez plusieurs livres importants, en plus d'une autre, qui ont été publiés ces derniers mois, qui analysent tout ça, qui ont été donnés au ministère. Et pourtant, la loi va passer, puisqu'une majorité de l'Assemblée semble décider à la faire passer. Et qu'est-ce qu'ils cherchent alors? Qu'est-ce à votre avis? Est-ce qu'on sait Ils sont fascinés, enfin tous les gens que je rencontre, à qui j'ai parlé, quand je lis ce qu'ils écrivent, je ne parle pas des intellectuels en chambre qui n'ont jamais vu un malade et qui sont dans le fantasme de la toute-puissance, liberté, autonomie. C'est un peu transhumaniste parfois aussi. Oui, voilà, oui, ça fait penser à ces résonances-là. Non, je suis frappé du fait que beaucoup de députés sont obsédés, préoccupés par liberté, autonomie au-dessus de tout. C'est-à-dire que, comme le dit le Premier ministre Trudeau au Canada, qui a dit « Ce qui m'importe, c'est que mes concitoyens canadiens puissent faire ce qu'ils veulent où ils veulent », en parlant d'euthanasie. Ben voilà, un programme ultralibéral, complètement dérégulé. Il n'y a plus de références, il n'y a plus de balises. On fait péter les références et on est tout content parce que c'est liberté-autonomie. Moi, je suis très inquiet. Je ne suis pas content du tout. Et je pense qu'une partie des députés tombe dans le piège de cette espèce de fascination pour liberté-autonomie. Vous vous rendez compte qu'hier, un amendement a été adopté par un député qui était très fier de lui, paraît-il. Il a réussi à faire voter un amendement comme quoi l'euthanasie serait possible aussi dans les lieux de privation de liberté que sont les malades sous contrainte en état psychiatrique et les prisons. Et il était tout content. Ben, je m'interroge sur une société qui se réjouit de pouvoir euthanasier les gens, y compris dans l'immense difficulté que représente la souffrance psychiatrique ou la souffrance carcérale. Franchement, là, il faut vraiment qu'on travaille un peu sur nos repères. Enfin, moi, ça y est, je travaille là-dessus depuis quelques années. Mais les députés qui sont contents de cet amendement, il faudrait peut-être qu'ils refassent un peu des stages de soins pour savoir ce que c'est que la vraie réalité de la personne qui souffre. Est-ce que, vous le dites, cette loi va passer, mais est-ce qu'il y a quand même encore un combat à avoir? Qu'est-ce qui peut être fait? Est-ce qu'on peut revenir en arrière ou est-ce qu'il y a quand même... Voilà, ça existera, mais on va tout faire pour... Alors, nous avons la chance, nous, la France, nous avons les exemples de pays étrangers, mais des exemples à ne pas suivre. Aucun pays étranger n'a fait marche arrière. Aucun. Depuis plus de 20 ans en Belgique et en Hollande, depuis 6 ans au Canada, depuis 20 ans en Californie, aucun pays n'a fait marche arrière. Donc, il ne faut pas imaginer... On peut juste espérer que le cadre soit peut-être plus restreint. Mais ils sont en train... L'Assemblée nationale est en train de faire sauter un certain nombre de choses qui avaient été rajoutées à la commission spéciale. C'est très compliqué sur le plan technique, tout ça. On en est au troisième version du projet de loi, qui va ensuite partir au Sénat. Et dans cette troisième version, il y a des amendements qui avaient été rajoutés il y a quelques semaines, qui ont sauté, et on revient au projet de loi présenté par Mme Firmin-Lebaudot en décembre, qui était déjà une horreur. Il y avait déjà euthanasie, suicide assisté à tous les étages. Donc je ne tombe pas dans le piège politique.
Il y a eu plein d'amendements complètement fous qui ont été rajoutés, qu'on est en train d'enlever. Mais le texte de base, c'est une rupture anthropologique. J'ai eu l'occasion de le dire à l'époque. Donc, je suis très inquiet parce que les députés s'entêtent dans cette obsession de liberté, autonomie à tout prix, y compris en remettant en cause la fraternité de la civilisation, en remettant en cause le devoir absolu que même des membres du comité d'éthique avaient dit qu'il fallait d'abord élargir les soins palliatifs avant de changer la loi sur la fin de vie.